Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. J'espère que vous passez ou que vous avez passé un bon été. Et comme promis, voici une vidéo bonus sur Dune Imperium et plus précisément sur les stratégies possibles, des conseils pour jouer le baron Vladimir Harkonnen, ainsi qu'une présentation des capacités de certains dirigeants. Bien sûr, toutes ces considérations stratégiques dépendront de vos cartes en main. Et c'est ce qui fait tout le sel du jeu. Ou l'épice, devrais-je dire. Il faudra choisir les meilleures actions possibles avec vos cartes. Mais tout d'abord, les conseils qui vous aideront à chaque partie. Sauf action indispensable à réaliser en premier. Jouez d'abord le symbole de l'emplacement le plus rare dans votre tour d'agent, afin de garder toutes vos options ouvertes pour votre deuxième agent. Par exemple, comme vous pouvez le voir, parmi tous les emplacements de départ pour votre premier agent, il y a de nombreux commerces d'épices disponibles, mais seulement un emplacement Landsraad possible, le hall de l'oratoire. Idem pour les emplacements des factions, avec 5 emplacements possibles en début de partie. N'oubliez pas de surveiller les ressources de chaque dirigeant afin de connaître leurs possibilités d'action. Cela vous permettra de prioriser vos propres actions en fonction. Participez à chaque conflit, sauf si vous êtes très faible en troupes. Cela vous permettra de gagner une récompense, même pour une 3e place dans un jeu à 4 personnes. Enfin, n'hésitez pas à gagner des cartes intrigues. Elles vous donneront beaucoup de souplesse pour vos actions. De plus, certaines cartes intrigues vous permettront de surprendre vos adversaires, et notamment sur les conflits. Et regardons maintenant les stratégies possibles en début de partie, et ce qu'il advient de vos options si vous êtes en première position. Si vous envoyez votre premier agent sur Distil chez les Fremen, vous gagnez un jeton d'eau. Et disons que les emplacements richesse, obtenir un contrat et Carthage sont pris ensuite par les agents adverses. Quelles sont vos options viables pour votre deuxième agent? Vos 2 jetons d'eau vous permettent l'accès à 2 emplacements exclusifs, la station de recherche et la grande étendue. Vous pouvez ainsi laisser la grande étendue accumuler des épices, puis les prendre en manche 2 ou en manche 3. De plus, en se plaçant sur Distil, vous empêchez tout le monde de gagner de l'eau pendant une manche. Comme vous avez envoyé 2 troupes dans le conflit grâce à cet emplacement, vous pouvez prétendre à une récompense. Une option possible avec votre second agent serait d'aller sur Arrakeen. Cela vous ferait gagner une troupe et une carte piochée, la troupe pouvant être envoyée dans le conflit ou gardée en garnison pour plus tard. Par contre, avec votre second agent, si vous décidez de dépenser immédiatement votre eau dans la grande étendue, vous fermez vos options à guerrier endurci et station de recherche. Dans ce cas, avec les 3 épices récoltées, l'action la plus logique à faire en manche 2 est de transformer cela en avantage en allant vendre le mélange pour gagner 8 Solaris, puis en se plaçant sur le maître d'armes. De cette façon, vous avez dépensé 4 actions pour obtenir votre 3e agent et pour le reste de la partie. La question que vous devez vous poser est donc la suivante. Mes actions utilisées pour récupérer mon 3e agent peuvent-elles être mieux dépensées ailleurs? Sur la manche 2, vais-je avoir une carte qui me donne accès à 10 styles, afin de déverrouiller le siège Tabre qui demande 2 influences Fremen? Toutes ces options sont à prendre en considération en fonction bien sûr de votre main. Mais disons qu'avec votre second agent, vous décidez de dépenser vos 2 jetons d'eau contre 3 épices à la grande étendue. Quelles sont vos options disponibles en manche 2? Vous aurez 11 actions disponibles, la plupart d'entre elles étant très disputées, comme richesse, obtenir un contrat et les autres actions des factions. Mais attention, vous jouerez votre premier agent en dernier dans le tour. Vendre le mélange sera l'un des 2 espaces restreints auxquels vous aurez maintenant accès. Mais si un dirigeant joue avant vous sur cet emplacement, vous ne pourrez pas profiter de votre production d'épices. Dans ce cas, la sélection génétique est un bon emplacement pour une carte détruite et 2 cartes piochées en échange de 2 épices. Mais cela limitera vos options en manche 3, puisque vous n'aurez plus qu'un seul épice, et vous abandonnerez les options de maître d'armes et au conseil pour des manches ultérieures. On peut donc dire que se lancer dans la récolte d'épices en première manche limite vos options, mais peut faire progresser votre économie si vous arrivez à vendre rapidement le mélange récolté
à condition bien sûr d'avoir les cartes pour cela. Sinon, vous risquez d'attendre une manche supplémentaire pour y arriver. Par contre, aller au distil en première manche comme présenté, et ensuite attendre avant de récolter immédiatement, laisse vos options ouvertes et vous permet de basculer vers la récolte d'épices en manche 2 si vous en avez besoin. Regardons une autre situation en début de partie. Disons que votre premier agent vient sur l'action obtenir un contrat, ce qui lui fait gagner 3 Solari, et que l'action richesse est disponible pour votre deuxième agent, ce qui vous fait gagner 2 Solari, puis bien sûr une influence. Quelles sont alors vos options en manche 2? Eh bien, vous avez 14 actions disponibles, et plusieurs d'entre elles sont particulièrement intéressantes. Par exemple, s'il vous laisse obtenir un contrat, vous gagnez 3 Solaris de plus, ce qui vous donne accès à maître d'armes. Si obtenir un contrat est déjà pris, vous pouvez gagner un siège au Haut Conseil. Et si les deux actions sont déjà prises, vous pouvez aller chez le Manta. Et de plus, toutes les options avec lesquelles vous avez démarré en manche 1 restent également ouvertes. Et un dernier mot sur les conseils stratégiques. En milieu et en fin de partie, ne négligez pas l'action long courrier. Certes, elle vous coûtera 6 épices, mais en contrepartie, vous pourrez déployer jusqu'à 5 troupes et gagner 2 os. Particulièrement puissant pour gagner les conflits de niveau 2 et 3. Parlons maintenant de certains dirigeants et de leurs capacités. Et on commence avec le baron Vladimir Harkonnen. C'est l'un des dirigeants les plus intéressants de Dune Imperium. Sa capacité de chevalière, manigance, est excellente, vous donnant accès aux cartes Intrigue pour 1 Solari. Sa capacité coup de maître est également très intéressante. Avec elle, vous gagnez une influence sur 2 factions, tout en ayant envoyé vos 4 troupes en conflit. Mais quelles sont les 2 factions secrètes que doit choisir le baron parmi les 4 possibles? Une bonne option est de choisir Fremen. C'est une ouverture très forte pour le baron. En effet, cela peut lui permettre de gagner 2 influences Fremen en une action. De plus, avec cette ouverture, il se prépare à une bonne synergie avec la carte Chevaucheur de Verre. Avec son premier agent, le baron se place sur Guerrier Endurci. Cela lui coûte une goutte d'eau. Il place 2 troupes dans le conflit et en déploie 2 autres de sa garnison. Il gagne une influence Fremen en s'étant placé sur Guerrier Endurci. Il déclenche sa capacité coup de maître et gagne alors une influence sur la piste Fremen, ce qui lui fait gagner un point de victoire, ainsi que sur une autre faction, de préférence la guilde spatiale ou l'empereur. Ici, ce sera la guilde spatiale. Et avec son deuxième agent, le baron se place sur obtenir un contrat ou richesse afin de gagner des Solari. Ces Solari lui seront très utiles pour la capacité de sa chevalière. De plus, s'il a déjà sa chevalière en main, l'idéal est plutôt d'obtenir un contrat afin d'utiliser immédiatement sa capacité. En effet, la carte chevalière lui permet d'aller sur l'action obtenir un contrat. C'est l'une des ouvertures les plus fortes du jeu. Cet avantage peut être mis à profit grâce notamment à la possibilité d'aller au Sèche-Tabre, puisque le baron a maintenant 2 influences Fremen. De plus, avec 4 troupes dans le conflit, il est peu probable que le baron perde le conflit de la première manche. Ici, il gagnerait une influence sur la faction de son choix et 2 Solari, soit pour gagner un nouveau point de victoire, ou pour consolider son avance sur les Fremen. Empêcher cette ouverture demande aux autres dirigeants d'aller sur Guerrier Endurci avant le baron. Mais si vous le faites, vous n'aurez plus d'eau, ce qui limitera vos futures actions. Pour le baron, le problème potentiel est que sa main de départ ne donne pas accès à la faction Fremen, comme ici. Dans ce cas, il lui faudra aller sur Guerrier Endurci en manche 2. Mais si le baron réussit cette ouverture avec Guerrier Endurci et obtenir un contrat, voyons à quoi peut ressembler ces options en manche 2. Il aura accès à 11 emplacements disponibles, plus un espace exclusif, le Sèche-Tabre. Cela va lui donner des options très intéressantes pour ses 2 tours d'agent. Mais en contrepartie, il perd l'accès à la grande étendue et au bassin de Haga. Il pourrait par exemple obtenir un contrat pour gagner 3 Solaris, ce qui lui permettrait d'accéder à maître d'armes et gagner son 3e agent. Il a également la possibilité d'aller au Haut Conseil.
Et s'il a une autre carte de faction, comme ici, il pourrait consolider son alliance avec les Fremen, tout en gagnant une eau. Plus bien sûr, toutes les autres possibilités, comme Carthage, Arrakeen, etc. En conclusion, sur le baron Harkonnen, on s'aperçoit qu'il a une ouverture très forte avec guerrier endurci. S'il n'est pas premier dans l'ordre du tour, à voir si les autres dirigeants veulent lui empêcher cette ouverture. Et pour terminer cette vidéo, je vous présente quelques capacités de dirigeant. On commence par le comte Ilban Richez. Sa compétence négociateur impitoyable lui permet de piocher une carte lorsqu'il paye un emplacement du plateau. Très intéressant à utiliser sur l'action Manta, puisque pour 2 Solari, cela lui permettra de piocher 2 cartes. On continue avec Glossu, la bête Rabanne. Dans ma vidéo de début de partie, vous verrez différentes options très intéressantes pour lui, notamment grâce à son épice et à son Solari de départ. On enchaîne avec le duc Leto Atreides. Sa compétence popularité au Landsraad lui permet, en envoyant un agent sur le plateau du conseil du Landsraad, de payer 1 Solari de moins. Très intéressant pour le Manta, par exemple. De plus, avec sa diplomatie prudente et pour un épice, il peut gagner une influence sur une faction où un adversaire a plus d'influence que lui. Très intéressant pour rattraper le retard sur l'influence. Et on termine avec Helena Richez. Avec ses yeux partout, les agents ennemis ne bloquent pas ses agents sur les emplacements du Landsraad et des villes. Et enfin, manipuler, qui lui permet de retirer et remplacer une carte de la rangée Imperium. La carte retirée peut être acquise pour 1 de moins à sa phase révélation. Si elle n'est pas acquise à cette manche-là, la carte est retirée du jeu. Cette compétence peut être utilisée pour retirer une carte trop forte qu'un adversaire voudrait prendre, quitte à ne pas l'acquérir après. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo de présentation de quelques stratégies et de certains dirigeants de Dune Imperium. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et bonne fin d'été avec Je Conseille!